Bienvenue au podcast 100% mental. Je suis Thibaut, préparateur et coach mental et formateur en préparation mentale. À chaque épisode, on va traiter un thème, un sujet ou un outil qui va vous permettre de transformer votre mental en allié sportif et être performant en toutes circonstances. Merci de votre écoute, allons-y. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode qui est une interview. Enfin, j'ai mis un peu de temps, je m'en excuse, mais aujourd'hui on a une interview peut-être un peu différente parce qu'on va partir du sport. On va partir du sport, comment arriver au haut niveau et ensuite petit à petit on va arriver au monde de l'entreprise. C'est tout ce que Niels va nous partager. Petit spoil, on va parler karting, on va parler un tout petit peu de Formule 1 parce que Niels s'y connaît un peu, et on va parler aussi du monde de l'entreprise, des grosses boîtes, comment on peut être exigeant, performant, et on va surtout faire le lien entre les deux, comment les deux sont étroitement liés, comment l'un peut nourrir l'autre et l'autre nourrir l'un, et voilà, on va partager tout ça ensemble, et puis je vous laisse le podcast, je vous laisse l'épisode, et puis on se dit à tout à l'heure pour la fin. Bon épisode. Bienvenue Niels. Merci Thibaut. Merci de m'avoir relancé de multiples fois. On en avait cool. parlé un peu moment et j'avais mis ça de côté, mais tu as bien fait de me relancer. Et ben, je vais te laisser te présenter pour Ouais. commencer. Du coup, Niels Bernardet, 32 ans, marié, pas encore d'enfant, passionné de sport et de sport auto plus particulièrement. Sport auto, quel sport auto? Parce que c'est large. J'ai eu la chance de faire du karting plus jeune. Cette passion est née de ma famille. Mon père était dans le secteur, il était rédacteur en chef de sport auto. D'accord. Donc j'ai toujours eu un pied dans cet environnement-là. Et ensuite, mon grand-père paternel était un peu un espèce de professeur de Nimbus. Il a connu la jeunesse de l'automobile, d'après-guerre, et forcément toute l'industrie qui se construisait à ce moment-là. Et il y avait eu un deal où ma mère avait toujours dit non, on l'éloigne de ce secteur-là, et à un moment, ça m'a rattrapé. D'accord. Et ça t'a rattrapé à quel âge? Ça m'a rattrapé, je devais avoir 9 ans, en vacances en Corse, avec le fils d'un ami de mon père. Première année, vraiment loisir, karting de location, et vraiment là pour faire mumuse en tant que gamin. Et mon père m'avait dit, ouais, tu bats ce temps-là, je t'achète un kart. Oh, ok. Deal conclu, la séance d'après, j'avais battu le temps. et à la rentrée en septembre, on était au RKC pour choisir le karting. Ah, donc l'esprit de compétition a commencé à ce moment-là. Je me rendais peut-être pas compte à cette période, parce qu'on est très jeune quand même, on se rend pas compte de ce qu'on fait. Mais ouais. Tu te souviens des premières sensations? Premier souvenir de monter dans le kart? Premier virage, première accélération? Ouais. Surtout les vibrations. Par rapport aux cartes de loc où c'est plus calme, plus plan-plan. Ouais. On va pas rentrer dans la technique, mais c'est des cartes 4 temps où c'est assez tranquille pour les tout venants, entre guillemets. Je pense qu'en vitesse de pointe, un carte de loc, ça doit prendre 70 km/h. Ok. Et dès que tu passes en carte de compétition, même à cet âge-là, les kartings peuvent aller à 90, 110. D'accord, ok. On est sur du 2 temps, donc tu ressens beaucoup plus la mécanique. Et le truc qui me marque comme ça en première sensation que j'ai eue, c'était vraiment les vibrations, presque des guilis au niveau du bas du dos. Et c'était c'est assez marquant et je m'en souviens encore. Ouais. Ok, donc tu as eu ce cadeau après avoir rempli le défi, reporté le défi. Et là, tu fais quoi? Tu fais juste des entraînements? Tu fais un peu de compète? Juste des entraînements pendant les 6 premiers mois. Et ensuite, un ami de mon père lui dit « Ce serait bien que le petit, on lui fasse faire des compétitions à partir de la saison d'après. » Les saisons de sport auto ou même de karting, c'est au moment du printemps, donc de mars à septembre, grosso modo. Et je fais une des premières courses de l'année à Soucy, vers Sens. Et suite au conseil de l'ami de mon père, qui lui dit mais fais lui faire des courses en fait. C'est bon, c'est bien drôle de faire mumuse sur un circuit où on est en rond, mais ça serait cool qu'on puisse le mettre dans une compétition. Donc ton père t'achète un kart entre guillemets pour faire mumuse, et après tu fais de la compète. Exactement. Alors juste curiosité, ça coûte combien un kart? Parce que moi on m'a donné des tarifs. À l'époque c'était 10-15 000 euros. Non, enfin, honnêtement, j'en avais aucune idée à l'époque, mais c'est sûr que c'est un sport que c'est pas du foot, tout achète une paire de chaussures où tu peux y aller. C'est vrai qu'il faut un petit peu de moyens pour commencer, mais il faut pas non plus. Quand tu commences en tout cas à cet âge-là,
ça reste en tout cas, entre guillemets, accessible pour pouvoir commencer à faire Mumuse et même pour faire les choses un peu plus sérieusement, ça reste possible. Et tu es avec quel état d'esprit quand tu disais même à l'entraînement ou les premières compètes, c'est t'amuser, les sensations, ou tu dis putain, mon père va me mettre des records, ou va me mettre des défis, des temps, c'est toi qui te les mettais? Comment ça fonctionnait? Je pense que t'es un peu jeune, t'es inconscient ou aussi tu veux te faire des potes à cet âge-là. Donc tu vois surtout le côté social et amusement ludique en parallèle, sans tout de suite te dire j'arrive pour te tuer. Clairement, surtout quand t'es plus jeune comme ça. Je pense qu'on reviendra après là-dessus, mais c'est peut-être ce qui m'a manqué pour la suite. Mais c'est vraiment un... Ouais, tu te fais plaisir et tu es là avec tes potes et la performance, ça vient après. Mais toi, petite anecdote, je me souviens de cette première course-là et c'était le fils de l'ami de mon père qui m'accompagnait, qui me faisait la mécanique. Sorti des qualifs, eux avaient les temps, mais ils ne me l'avaient pas donné. Et il me fait ouais, Agnès, ça fait, tu penses que tu as fait combien? Je fais ouais, je sais pas, 10. Il me fait non, tu as fait 5. Je fais mais c'est pourri 5 aussi. Donc, inconsciemment, je pense que j'avais aussi ce truc de me dire ouais, va quand même plus loin que ce que tu fais. C'est pas assez. C'est pas assez. T'avais quel âge là? 9, 10 ans? 10 ans, ouais. 10 ans, ouais. Ok. Ouais. Toujours faire plus. Ouais, je pense que je l'avais. Et t'as fait quoi comme niveau en karting? T'es allé jusqu'où à peu près? De mes 10... Bah, j'ai commencé en régional, la Ligue Île-de-France. Et ensuite, sur cette année-là, ma première année de karting, je crois de mémoire, j'ai fait les 2 dernières courses du championnat de France. Ok. Et l'année d'après, je passais de catégorie parce que j'étais grand pour mon âge. Et tu as des limites de poids en karting. Ouais. Et on fait les choses plus sérieusement avec un programme en Ligue Île-de-France. D'accord. Et l'intégralité du championnat de France. Ok. Ça a combien de courses au total à peu près à cet âge-là? Ça doit faire entre 10 et 15 courses, 10 week-ends. Entre 10 et 15 week-ends. Ok. Ouais, quand même pas mal. Parce que c'est forcément printemps-été. Même l'hiver. La première course, elle arrive début mars, mi-mars, quelque chose comme ça. Comment tu faisais pour jongler entre ça, l'école? Parce que je pense que ta maman voulait plutôt que tu ailles à l'école. Ça faisait partie du deal aussi pour faire de la compète. C'est ok, on fera les championnats si tu as certaines notes. D'accord. À un moment, la question peut se poser quand ça devient un peu plus sérieux, mais pas à cet âge-là. À cet âge-là, c'était... t'es entre les deux. C'est entre l'amusement et le sérieux. Dire à 10 ans. Même si je pense qu'il y en a par procuration, ils vont mettre leur fils dans le karting à 10 ans en disant ok, projet Formule 1, c'est pas projet Mbappé, mais c'est projet Formula 1 ou projet Verstappen. À cet âge-là, j'avais pas ça en tête, ni mes parents. Surtout que mon père connaissait l'environnement. Ma mère, on y allait, mais c'était pas non plus avec grande joie que de se dire ouais, c'est bien qu'il aille à l'école quand même et qu'il lâche pas l'école pour ça. Surtout que j'aime tout ce qui est ludique et c'est vrai qu'être assis derrière un bureau sur le papier, ça faisait pas trop de partie de mon ADN. Je te comprends. Donc le car c'était mieux. Exactement. Ok. À partir de quel moment, je sais pas si c'est âge ou autre, tu t'es dit tiens, je peux peut-être en faire quelque chose? Ou allez, j'arrête le ludique. Enfin, pas que j'arrête le ludique, mais je me mets en mode compète. Je pense que c'est la suite naturelle des choses. C'est un truc qui te plaît sur le papier ou même jeune, tu te dis c'est quoi mes aspirations, qu'est-ce que je veux faire plus tard. T'en as, ça peut être pompier, policier, infirmier, médecin. Moi, je me voyais pas trop en dehors de ça à cette époque. Je me suis dit autant faire les choses sérieusement tout en étant jeune. Donc, c'est un peu une sensation assez étrange où tu te dis ok, où est-ce qu'on sépare l'amusement, où on devient vraiment sérieux et presque professionnel en fait. Je pense que c'est le terme. C'est vraiment de professionnaliser la chose très jeune. Ça signifie quoi justement professionnaliser la chose très jeune? Ça veut dire quoi dans ton... Est-ce que c'est emploi du temps? Est-ce que c'est charge mentale, engagement, organisation? C'est un peu tout ça. C'est de un, ça se prépare. C'est là où la limite des moyens intervient dans ce milieu-là. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent rouler toute l'année, quitte à laisser l'école de côté. C'était pas le parti pris de mes parents. Si je m'écoutais, c'était le mien, mais c'était pas le leur. Et de se dire, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai pour être performant, pour professionnaliser la chose. Mais il n'y a personne qui t'apprend à 10, 11 ans ce genre de choses.
C'est à toi, de toi-même, de dire okay, qu'est-ce que je peux faire pour être plus performant en mêlant école et loisirs professionnels. Ouais, ok. Et pendant ton parcours, t'as arrêté le karting, t'as arrêté à quel âge? Je t'ai pas demandé. Ma dernière course, je devais avoir 17 ans. Ouais, donc t'as fait quand même 7 ans. Ouais. 7 ans à un rythme de quoi? De 10-15 week-ends, 10 week-ends par... Ouais, ça devait être quelque chose comme ça, ouais. Ok. Là où certains, c'était 25, 30 week-ends de course par an. Ouais, 30. Et c'est là où il y a la limite des moyens, en fait. D'accord. C'est plus tu vas faire de courses, plus tu vas te déplacer, plus les moyens sont importants à mettre. Ok. Donc, vu ton âge, 32 ans, t'as dû croiser du beau monde qu'on doit peut-être voir un peu à la télé. Ouais. T'as le droit de dire des noms? Je peux, mais je pense pas qu'on est là pour faire du name dropping. Non, bah non, c'est sûr. Non, c'est vrai. Non, c'est clair. Après, j'étais dans une génération. Ma génération, il y en a un seul qui a accédé à la F1, qui est Stoffel Vandoorne. Ok. Mais en fait, on devait avoir le même âge. Donc, à 15-16 ans, tu vois qu'ils ont un truc en plus. Ah ouais? C'était quoi? C'était pilotage mental? Dans la tête. Okay. C'est des mecs qui lâchent rien. Ils sont ce côté ludique, on est là pour se faire des potes. Ils sont pas là pour se faire des potes. D'accord. Ils sont là pour la perf. Ok. Et j'ai une image de Stoffel Vandoorne, c'était en championnat de France. Il fait un tonneau et sur une des pistes les plus rapides de l'année, il sort du kart pour le remettre et repartir. Il fait un tonneau en kart, ok. Donc c'est là où tu te dis, ouais, dans la tête, ils ont un truc où ils sont préparés. Et je pense que ça, on peut faire le lien aussi avec toi en tant que préparateur mental. Est-ce qu'ils l'ont travaillé ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont naturellement? Bah, c'était ma question que j'allais te poser. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on peut travailler? Donc moi, je pense qu'il y a une partie oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas une partie de dîner ou une partie qui fait partie de ton éducation, en fait? Ça engage que moi. Ça engage que toi. Je pense que tu as des prédispositions de par ton entourage. Ok. Là où enfant, tu peux faire des caprices, on t'accepte tout, entre guillemets. Bah, quelqu'un qui a été peut-être éduqué à la dure, il sera beaucoup plus dans cette recherche de performance en se disant tout ne vient pas facilement. Ouais, c'est ce qu'on voit avec les enfants de champions. Ils ont eu l'environnement, ils ont vu les papas ou mamans être champions, voir ce que ça voulait, les implications, et ça va faire partie de leur éducation au quotidien. Bah, quand on dit ça, il y a un film qui me vient en tête, Les Sœurs Williams. Ouais. Bah, tu vois que le père, en fait, il en a fait des machines. Mais parce qu'il était aussi, lui, dans ce mindset-là, tu as un peu cette transition aussi qui se met, cette transmission qui se fait du père vers les enfants. Ouais. Et je sais pas si sans leur père, elles en seraient où elles en sont aujourd'hui. Tout à fait, ouais. Et je pense que tu as vraiment aussi ce conditionnement qui se fait très jeune. Et après, à toi, on top, d'amener ce professionnalisme si tu veux faire les choses sérieusement. Après, c'est une question de choix de toi envers toi-même. Oui. Est-ce que tu veux y aller ou pas? Si tu veux y aller, autant mettre tout dans le bon sens pour le faire. Est-ce que tu penses que ce côté exigeant, exigence ou à pousser vient plus en général, c'est une généralité, plus du papa que de la maman? Toi, ce que tu as vu en karting, c'était plus les papas qui étaient derrière à pousser? C'est une question que je me suis souvent posée. C'est une bonne question, je me la suis jamais posée. Je pense que c'est un tout, faut un équilibre. Ouais. Tu as peut-être le papa qui va aller peut-être plus pousser, être plus dur, mais quand tu as 10 ans, il y a aussi, ça me fait penser au père de Thierry Henry qui allait voir tous ses matchs, et dès qu'il avait fait un truc de côté, une erreur, où son père lui en met plein la tête, bah, c'est sûr que si t'as pas l'équilibre de la maman derrière qui va rassurer, surtout quand t'es jeune, c'est compliqué. Il faut savoir l'assumer et aussi le vivre au quotidien. Et je pense que quand tu arrives à avoir cet équilibre-là, c'est peut-être mieux, mais là-dessus, c'est... c'est d'avoir un environnement, un entourage qui t'apporte les deux, quoi. L'exigence, mais ok, te ressourcer aussi. Et de relativiser. Je pense que c'est le rôle de la maman. Ok, c'est ça. Et c'est comme tout, je pense que ça dépend vraiment de la volonté, parce qu'à 10 ans, t'es jeune. Enfin, de tes 10 à tes 15 ans, même t'es jeune, tu sais pas ce que tu vas faire plus tard. Tu veux pas dire à 15 ans, dans 10 ans, je suis médecin. Dans 10 ans, je suis pilote de Formule 1. Oui, c'est un objectif, mais rien ne te certifie que tu vas y arriver. C'est sûr. Donc c'est là où il faut aussi mettre de l'eau dans son vin et avoir une balance qui te permet d'ajuster le tir et aussi d'être peut-être
plus en ligne par rapport à ton mental. Et comment est-ce que tu expliques que ceux qui arrivent, qui se mettent ça en tête, enfin qui dès le plus jeune âge disent je serai champion du monde, et ils y arrivent? Je prends le parallèle avec ce qu'on est en karting, et bon, on est tous les deux passionnés, peut-être toi beaucoup plus, de Formule 1. On sait que la Formule 1, c'est un des sports les plus sélectifs au monde. Tu as 20 coureurs sur la ligne et pas un de plus. Hamilton qui dit depuis des décennies je veux être champion, Max Verstappen je veux être champion, et ils le sont multiples. Comment est-ce que eux ont fait pour être champion dans un univers ultra compétitif? On en parlait, je pense que tu as l'entourage. Ouais. Alors le bon équilibre, je pense que c'est essentiel pour arriver à ton objectif. Et aussi, je pense que tu as une partie intrinsèque à la personne où ils arrivent à professionnaliser le truc dès 10 ans. Okay. Là où à 10 ans, je prends mon cas où je voyais peut-être plus d'amusement, de ludique. Ouais. Eux, non. Okay. Dès 10 ans, c'était on est là, on n'est pas là pour se faire des potes. D'accord. Là pour gagner. On est là pour gagner. Ok. Et c'est vraiment toute cette mise en place qui se fait en étant accompagné aussi. À 10 ans, tu peux pas mettre des process en place, etc. Ouais, bien sûr. Mais c'est vraiment de savoir quoi mettre en place pour performer. Ok. Et de ceux que toi, tu as côtoyés, c'était des gamins de 10 ans qui avaient cette maturité en disant « je veux être champion, papa, maman, aidez-moi » ou c'est plutôt projet papa, mais à quelque part, le gamin a kiffé et a dit « allez, on y va ». J'étais trop jeune pour observer ça à l'époque, mais tu voyais tout de suite la différence de ceux qui allaient y arriver, de ceux qui étaient plus là pour s'amuser. T'arriveras à nommer justement ce que eux avaient qui leur ont permis de dire « allez, on y va ». Je vais y arriver. Peut-être ce qui, toi, t'a manqué d'une certaine manière, peut-être? Je pense que mentalement, je n'étais pas prêt. Okay. Je pense que tu as un côté, je pense que tu répondras mieux que moi, mais peut-être intrinsèque et naturel qui te permet d'avoir un mental meilleur que quelqu'un d'autre. Oui. Intrinsèquement. Mais aussi le fait d'être accompagné. Enfin, je prends l'exemple de personnes que j'ai côtoyées. Aujourd'hui, j'ai un de mes meilleurs potes qui est en F1. Bah, il avait 10-11 ans, mais il avait le mental d'un mec de 30 ans. Ok. Donc toi, tu vois la différence entre toi et lui à peu près au même âge? Complètement. D'accord. Complètement. C'était dans la résilience. Okay. Ils avaient une résilience à cet âge-là qui était monstrueuse. Et à côté de ça, tu as aussi cette gestion de l'échec et la linéarité dans le progrès. Si les progrès étaient hyper linéaires, peut-être plus un mental. Et c'est vraiment cette gestion des victoires, de l'échec, du moyen aussi. Parfois, tu n'as pas fait une grande course, tu ne l'as pas perdu pour autant. Ouais, mais il faut aussi en tirer les bonnes leçons et savoir analyser aussi. Je pense que aussi tu as cette faculté d'analyse qui est liée à ton entourage ou intrinsèquement, qui te permet de t'améliorer sur le week-end d'après, sur la course d'après. Donc c'est des gamins, des gamins de 10 ans qui, à la fin d'une course, au lieu de se poser et jouer à la Game Boy comme les autres gamins de leur âge, entre guillemets, pouvaient se dire « Ok, qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Qu'est-ce que je dois améliorer dans ma conduite, dans tout ça ?» Ouais. Okay. Surtout à l'époque où je roulais, c'était l'arrivée de l'analyse de data. Ah ok, c'est tout nouveau. Ok. Ça arrivait à ce moment-là où tu avais les équipes de cartes qui pluguaient ça sur l'ordinateur de bord du karting, entre guillemets, où après course, tu pouvais faire cette analyse. D'accord. T'en as, naturellement, qui allaient analyser avec l'équipe. Ok. Qui allaient voir, pouvoir comparer aussi avec les coéquipiers. Où est-ce qu'il a freiné? Où est-ce que j'ai freiné? Où est-ce qu'il a accéléré? Ok. Ou t'en as qui avaient un talent derrière le volant, mais tout ce qui était analyse, ça leur passait au-dessus de la tête et ça les intéressait pas. D'accord, ok. Et toi, si je dois faire l'analogie dans la F1, t'as un mec comme Hamilton qui a un talent de dingue, et un mec comme Rosberg, peut-être un peu moins talentueux, mais gros bosseur. D'accord. Et à partir du moment où tu as, de un, cet outil de l'analyse de data qui te permet de te comparer, ça peut te permettre de t'améliorer aussi. Tout à fait, ok. Et je pense que c'est là où certains peuvent aussi faire la différence. Tu as le talent intrinsèque, mais tu as aussi la faculté de bosser derrière.
Transition parfaite pour la question que je vais te poser après. Le côté, on entend souvent que le talent ne fait pas tout. T'as des joueurs, footballeurs, autres, qui ont un talent monstre, qui peuvent faire du haut niveau, mais c'est très, très, très à la marge. C'est surtout ceux qui bossent comme des acharnés qui lâchent rien. Toi, alors je vais me poser ma question en deux étapes. Toi, tu étais plutôt dans quelle catégorie? Je pensais pas avoir un talent Ok. hors du commun. J'étais moyen. Voilà. Ok. Mais j'ai un côté, dès que je m'intéresse à quelque chose, assez geek, Ok, d'accord. Donc où je vais vraiment approfondir le truc et analyser. Après, j'étais un peu jeune au tout début et après, plus tard, c'est venu. Tout ce qui était analyse de données, regarder le pourquoi, du comment, qu'est-ce que je peux faire de mieux, parce que tu avais l'outil qui te permettait de. Mais je peux avoir ce côté ultra geek et bosseur en me disant, ok, qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce que je peux améliorer. D'accord. Ouais, donc la curiosité de comment progresser aussi. Ouais, À travers la data. ouais. Ah, ok. Ça, la data, ouais, t'en avais un peu au début. Je suis arrivé, enfin, au moment où j'ai commencé le karting, la data arrivait Ok, dans le sport. ok. Qu'est-ce qui t'a manqué alors? Qu'est-ce que tu regrettes de ne pas avoir eu et que tu as peut-être maintenant, tiens? Alors non, avant de répondre à ces questions, j'en ai une autre qui vient à l'esprit. Est-ce que tu aurais aimé faire du haut niveau? Oui, Ok. Mais? mais je pense que j'étais pas prêt. Clairement. D'accord. Faut pas se voiler la face et je pense que ça fait partie aussi d'une honnêteté envers soi-même et je Ouais. pense que n'importe quel sportif de haut niveau se doit de l'avoir et cette humilité aussi de se dire bah, il manquait peut-être un truc pour y arriver. Ok. T'as réussi à mettre le doigt dessus, précis? Tu me disais le mental tout à l'heure, mais est-ce que c'était autre chose? Je pense que oui, tu as cette partie mentale qui dans tout sport est essentielle. Tu peux faire l'analogie avec le golf, le foot, enfin n'importe quel sport, à partir du moment où tu es prêt à accepter l'échec, tu arriveras à en faire une victoire à un moment. Hmm. Et c'est cette gestion de l'échec ou de la performance et cette curiosité, je pense que je l'étais peut-être pas assez à l'époque, de me dire, de m'intéresser réellement en me disant, ok, essayer. Qu'est-ce que je peux essayer sur le prochain tour, sur la prochaine course de différent? D'accord, ok. Ok. T'aurais aimé que tes parents te poussent? Plus? C'est peut-être un regret, Hmm. entre guillemets, que je peux avoir, c'est de ne pas avoir été conditionné très jeune. Mais après, je pense que, tu vois, on le disait en introduction, je ne suis pas encore père. Hmm. Ta position, elle doit être assez spéciale quand même, Ouais. où il faut être une main de fer dans un gant de velours. Hmm. Bah, faut trouver le juste milieu entre le coach et le parent. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est, en tant que parent, je pense que c'est une position qui est vraiment pas évidente à trouver. Quand tu as un enfant qui fait Ouais, du sport. ouais, je suis d'accord. Ouais. Tu peux vite faire des transferts. En Ouais, disant, tiens, moi j'aurais aimé faire ci, je pousse mon enfant à le faire. Ou tu peux vite pousser vers les regrets que tu as fait. C'est-à-dire, tiens, moi je j'ai pas assez bossé, je veux que mon enfant bosse. Donc je vais le forcer à bosser. Parce que le gamin, il en a pas envie, quoi. Mais c'est pas facile, hein. je pense que ouais, c'est, tu C'est vois, vraiment, vraiment difficile. si je me projette en me disant, ouais, demain, j'ai un fils ou une fille qui veut faire du sport auto. Tu vas 300% projet Verstappen ou tu dis, non, Si fais c'est ce que vraiment, tu veux, je suis enfant. si c'est vraiment ce qu'il aime, si c'est son souhait, Ok. je ferai tout pour qu'il y arrive. Quitte à ne pas être facile, Ouais, c'est ouais. aussi le rôle d'un père coach, Ouais, ouais. mais je le pousserai pas à le faire parce que je connais le milieu, même si je pense qu'il a énormément évolué depuis Hmm. que j'en suis sorti. Je le suis aujourd'hui comme n'importe quel observateur et on le disait, j'ai un ami qui en fait son métier, même plusieurs, mais en tout cas un au plus grand niveau. Je me dis, ok, on met le doigt dans un engrenage là, enfin, les reins solides quoi, et pas que financièrement. C'est, Ouais, oui. en dehors, oui, forcément, c'est un élément et pas des moindres, Hmm. mais après, c'est tout ce qui va avec. Ouais, tout le décor, ça, ce qui est à côté du. Enfin, t'as la course et tout ce qu'il y a autour. Ouais, mais après, c'est tout ce qu'il y a autour. Quand tu arrives à devoir gérer tout ce qu'il y a Ouais, autour, c'est que c'est t'es déjà bon. que tu as atteint un certain niveau. Ouais, c'est ça. Et c'est plus ton rôle en tant que père. Il faut aussi savoir lâcher à un moment, Ok. reprendre sa casquette de père Ouais, ouais. et puis être père coach. C'est ok, on a tout mis en ordre pour qu'il y arrive. Hmm.
à un moment, il faut savoir lâcher. Et je Ouais. pense que certains, quand ils n'arrivent pas à lâcher, c'est là où tu peux avoir certains conflits d'intérêts. Quand tu dis lâcher, c'est laisser l'enfant en autonomie? De prendre ses propres décisions, c'est ça que tu veux dire? Ou qu'ils soient accompagnés de l'entourage compétent pour. D'accord, ok. Tu peux pas être jugé parti en tant que père. Ouais, bien sûr. Donc je pense que c'est là où il faut savoir lâcher, prendre du recul, en disant, moi j'ai fait ma partie du job. On bascule l'autre partie du job à des personnes dont c'est le métier. Comment tu bascules? Bon, c'est de l'hypothétique, hein, parce que t'es pas et tu l'as pas vécu, mais ça mènera vers un autre sujet après. Comment est-ce que tu arrives à faire cette transition en disant je suis le père coach à allez, je suis plus que le papa et je laisse le coach dans les mains de quelqu'un d'autre. Je laisse mon enfant être coaché par quelqu'un d'autre. Peut-être de ce que tu as vu, observé. Je pense que ça peut être, et ça dépend aussi du mental de Ok, l'enfant. Ça peut être une demande de sa part, je pense. Moi, je pense que j'aurais aimé aussi que mon père le fasse en me disant, ok, on te met dans les mains de quelqu'un. ok, Ça sera pas facile tous les jours. Hmm. Tu vas te prendre des tartes, mais tu vas grandir. ok, Et c'est peut-être ce que, tu vois, on parlait de regret tout à l'heure, c'est peut-être un regret que j'ai eu de pas avoir eu, c'est hyper antinomique, mais assez de tartes plus jeune d'accord, pour réussir et accéder à un certain niveau. ok. Non, c'est pas mal, pas facile à dire. On va admettre, ok. Donc on voit que enfin tu disais que il y a ce côté mental, rien lâcher, résilience. Pourtant, il peut y avoir ce côté injustice. Alors, on reste Formule 1. On voit que sur la grille Formule 1, il y a, j'en ai en tête, coureurs, ils sont pas légitimes. C'est-à-dire qu'ils sont là parce que papa met de l'argent. Stroll notamment, sans le nommer. Comment est-ce que, je sais pas, comment tu arrives à gérer ce côté injustice? Alors, comment est-ce que tu penses que certains arrivent à le gérer? Même peut-être au niveau karting, tu l'as vu à un plus petit niveau, mais lui, il a pas forcément le talent, il a pas le mindset, mais il a la thune et il prend la place de quelqu'un. Honnêtement, je pense que c'est. Je crois pas trop en cette hypothèse de la chance et pas de chance. D'accord. La chance, tu la provoques. Euh, Tu vois, je prends l'exemple d'un coureur français sur la grille, Esteban Ocon. Bah, sur le papier, il n'a pas plus de moyens que les autres, Ouais. même moins. Bah, aujourd'hui, il est au sommet de son sport. Hmm. Parce qu'il a bossé et qu'il a un réel talent. Oui, ok, peut-être t'en as, ils vont y accéder plus facilement, mais à un moment, ça va se voir aussi. D'accord. C'est oui, l'accès sera peut-être plus facile, Ok. mais c'est pas parce que c'est plus facile que tu seras champion du monde. Ok. Toi, je reprends Ouais, l'exemple, hein, je reprends le mien, j'ai pas pris assez de tartes. Donc c'est peut-être aussi ce qui manque à ces gens-là qui ont eu des choses peut-être plus faciles pour aller chercher le dernier cran, D'accord. le dernier niveau pour être vraiment au sommet du sport. Ok. Gamin, t'en rêvé de faire de la Formule 1, faire du très très haut niveau? J'aurais voulu en faire mon métier, Ok. euh, mais je me suis quand même relativement rendu compte assez tôt que certains avaient un truc que j'avais pas, Ok. Le mental. le mental. Comment t'as fait pour ouais, le terme qui me vient à l'esprit, c'est faire le deuil de de ce rêve, de cette volonté. Je le regrette absolument pas. Ok. Je pense qu'aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, sans cette expérience de vie qui a duré un certain temps, je serais peut-être pas la personne que je suis aujourd'hui. Enfin, j'en tire que du positif. Mhm. Je vois des potes d'enfance aujourd'hui s'épanouir dans leur sport. J'ai eu la chance de les côtoyer et notre amitié, elle n'a pas bougé. Donc c'est là où on revient au côté aussi peut-être plus jeune, Ok. plus ludique du truc. Et ça ne les empêche pas d'être qu'on soit amis aujourd'hui. Ouais. Mais c'est vrai que pour moi, ça en fait ma particularité, entre guillemets, d'avoir connu ça très jeune et d'avoir connu le haut niveau en karting assez jeune. Ok. Pas l'extrêmement haut niveau dans le sport auto, mais ça fait partie de qui je suis et des forces que je peux avoir aujourd'hui. Justement, qu'est-ce que t'as appris de cette expérience de 7 ans? Tu parlais de force. Le mental, Ok. la préparation. D'accord. Si tu veux performer quelque domaine que ce soit, faut être préparé.
Ok. Faut être préparé, faut avoir presque anticipé le pire scénario, et comme ça, tout le reste sera beaucoup plus facile. D'accord. Préparer au pire scénario possible. Ouais. Ce serait quoi dans le sport? En course, par exemple, c'est quoi, l'accident? Alors, je pense que si tu montes dans un baquet et que tu penses à C'est l'accident, pour ça que je pose la question. je pense que mentalement, il y a du boulot. Non, mais c'est de se dire, je sais pas, la pire erreur que je puisse faire sur un tour, Ok, c'est quoi? d'accord. Repousser les limites. T'arrives en bout de ligne droite à 300, bah, je vais freiner 10 mètres plus tard. D'accord. Quelle va être la conséquence de ces 10 mètres de delta Ok. sur ma performance? C'est bénéfice-risque. Ouais, ok. Donc c'est d'aller chercher la performance. C'est comment dire? C'est d'aller chercher la performance idéale ou le tour le plus rapide et dire bah tiens si je fais pas ça comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Exactement. Ok. Et ça tu le faisais enfin c'est ce que tu ne faisais pas en karting et que tu aurais aimé pouvoir faire. Ou tu le faisais déjà quand même un peu. Ça, c'est quelque chose que je faisais bah, justement avec l'avènement de la data, D'accord. Ok. parce que tu pouvais te comparer aux autres. Ah. Et tu savais, à 3 mètres près, quelque chose comme ça, je pense à Ouais. l'époque, où est-ce que la personne avait freiné, réaccéléré. Donc ça te permettait d'essayer des choses par rapport à quelqu'un d'autre. Ok. Au-delà juste de le suivre sur le circuit, Hmm. c'est hyper au feeling. Mais tandis que quand tu as vraiment la data, de un, tu as tes repères. Et donc ça te Ok. permet de voir, ok, il a freiné au panneau 100. Ah, moi, je vais essayer de freiner juste après le panneau 100. D'accord. Et c'est de pouvoir mettre tous ces petits trucs et de pouvoir essayer et d'échouer. En fait, d'aller chercher l'échec presque pour, ne... pour trouver cette limite. Ok. D'accord. Donc préparer, c'est se préparer soi-même son pilotage, de savoir ce qu'on a fait sur les tours précédents, mais aussi de voir ce que les meilleurs ont fait. Ouais. Donc est-ce que c'est se comparer ou c'est juste prendre le meilleur des autres? C'est pas se comparer, c'est vraiment aller, comment dire, aller trouver son inspiration. Ok. Tu vois, quand un gamin fait du foot, bah, son inspiration aujourd'hui, ça peut être Mbappé. Hmm. Un gamin aujourd'hui qui met les fesses dans un baquet, ça peut être Verstappen, ça peut être Norris, ça peut être même Hamilton. Ouais. Même si je pense qu'Hamilton, c'est plus ma génération que les plus jeunes maintenant. C'est d'avoir un peu cette exemplarité D'accord. et de pouvoir se comparer. C'est sûr, quand tu es en karting, tu vas te comparer à Lewis Hamilton, ça va être un peu plus compliqué. Mais vraiment d'avoir ce mantra de se dire, ok, ce gars-là, il est bon. Qu'est-ce qu'il met en place pour être bon? Et bah, je peux le copier en fait. Ok. Je peux typiquement mettre en place la même chose que lui met. Et tu penses que c'est atteignable de se dire putain, lui il fait ça et tu dis toujours je peux y arriver. Si lui y arrive, moi j'y arrive. Je pense que là, on revient au mental. Ok. On revient au mental. Si tu veux faire du haut niveau, quelque domaine que ce soit, faut pas se mettre de limites. Ok. Et je pense, tu vois, pour revenir aussi à la question que tu me posais tout à l'heure, qu'est-ce qui m'a manqué? Bah, peut-être que je me mettais des limites. D'accord. Tu vois, je pouvais finir sur un podium, j'étais content. Hmm. Mais je ne devrais pas être content. Tu vois, me contenter de ce que j'avais, c'était pas assez. Ok. Il fallait que, naturellement ou en le travaillant, dire ok, c'est bien, t'as fait troisième, t'es content. Non, c'est pas bien. Faire plus. Faire plus. Chercher plus. Chercher plus. Et donc ne jamais se contenter de ce qu'on fait. En fait, c'est pas juste faire le job. Ouais. Faire le job, t'en trouves 1000, des mecs qui peuvent faire le job. Mais faire le job plus, D'accord. il n'y en a pas tant que ça qui sont prêts à se dépasser pour aller vers le plus. Je suis tombé sur une vidéo de Kobe Bryant ce matin, et ça me fait penser à ce que tu me dis. Il disait que quel que soit le résultat du match, le lendemain matin, tout repartait à zéro. C'est-à-dire que si tu gagnais, le lendemain matin, tu retournais à l'entraînement et tu repartais de zéro et tu continuais à travailler. Et si tu perdais, ben c'était la même chose. Tu repartais et tu retravaillais, tu travailles. C'est un peu c'est un peu ça. C'est-à-dire que toujours demander plus. Enfin là, c'est un peu différent, mais c'est ne jamais se satisfaire en disant j'ai réussi, c'est très bien, il faut que je continue à bosser. Je Ouais. bosse, je bosse, je Après, bosse, je bosse. c'est un peu différent là où je voulais en venir, c'est dans le sens où, après c'est pareil, c'est jeune, mais il y a Ouais. des sportifs comme Jordan ou Bryant ou même dans la F1 des gars comme Lewis Hamilton, ils font deuxième, ils sont pas contents.
C'est pas le fait de juste switcher et d'oublier pour repartir d'une feuille blanche. C'est de rester, même si c'est un instant T qui dure une demi-heure, une heure, d'avoir cette frustration de dire putain, j'ai pas gagné. Pourquoi j'ai pas gagné? D'accord. Après, tu oublies le lendemain. Mais de se poser cette ok. question-là, je dois pas être content d'avoir fini deuxième. D'accord. Parce que ma question allait être, mais tu réponds quelque part, c'est si t'es jamais content de ton résultat, comment est-ce que tu arrives à être satisfait de toi, de ta performance, du travail? C'est là où on revient aussi à la préparation. C'est pas linéaire. Ouais. Il faut savoir apprendre de ses échecs et pas prendre un échec dans le sens négatif du terme. Ok. Je fonctionne comme ça aussi aujourd'hui. Je vais presque chercher l'échec pour apprendre plus vite. Ok. C'est en tombant que tu vas te relever et que tu vas apprendre de tes erreurs. Ok. Donc t'aimes bien l'échec. J'aime bien apprendre. T'aimes bien les leçons. Ok. Maintenant t'es marié. Ouais. En quoi ça t'a apporté un équilibre? On parlait d'environnement tout à l'heure. Je pense que ça dépend à qui t'es marié. Bien sûr, oui, c'est sûr. C'est sûr, ça tire vers le haut, vers le bas, tout à fait. Bah, tu vois, par rapport à. Je pense qu'aussi, c'est par rapport au switch, d'avoir fait le deuil, entre guillemets, pour reprendre tes termes tout à l'heure. Je pense qu'elle m'a beaucoup aidé aussi à réorienter ma vision par rapport à ça. Au moment où je l'ai rencontré, j'avais encore un peu un pied dans le sport auto. D'accord. Parce que je bossais avec Olivier Panis, que tu as rencontré il y a peu de temps, quand il avait créé Panis Barthez Compétition. C'est ça, oui. Il y avait du coup Fernand Barthez aussi à la jeunesse du projet à l'époque où je bossais avec eux. J'avais toujours un pied dans cet environnement-là. Et j'ai rencontré ma femme à la même période. Elle m'a un peu ouvert les yeux sur ce qu'il pouvait y avoir d'autre. Ok. Moi, j'ai connu que ça. Ouais. Oui, ok, j'ai fait une scolarité classique, j'ai fait une école de journalisme, ensuite une école de commerce. Mais ouais, mais j'avais toujours ça en tête en fait. D'accord. C'est de me dire, ok, comment je peux utiliser ce que j'ai appris à l'école dans le sport. Ok. Et elle m'a un peu ouvert les yeux aussi en me disant, ouais, mais il n'y a pas que le sport. Il peut y avoir d'autres choses où tu peux être épanoui. Ok. Et qu'est-ce que tu as découvert d'autre qui pouvait t'épanouir? Dans le métier, en fait, je pense que j'ai besoin, quelque métier que ce soit, Mhm. de compétition, des objectifs, quelque chose à dépasser. Toi, aujourd'hui, je suis sales dans un gros cabinet de conseil. Il y a cette notion de la performance. Ouais. Je pense que le métier de sales aujourd'hui, c'est un des seuls métiers où tu peux pas te cacher. C'est-à-dire? Les chiffres parlent pour toi. D'accord. Ok. Il n'y a pas de faux semblants. Parce que mon sport, c'est le résultat. Le chiffre. C'est le résultat. 1 plus 1 égale 2. Ouais. Personne ne pourra jamais te contredire que 1 plus 1 égale 2. Bah, dans la fonction de sales, c'est exactement la même chose. Ok. On s'en fout de la manière tant que tu rentres avec le bon de commande, entre guillemets, le contrat, et que tu remplis tes chiffres. Il y a un peu d'éthique quand même, mais... Non, ça dépend. Ça dépend. En Formule 1, pas tout le temps. Mais ok. Donc, alors, c'est ce compétition vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis des autres en disant je vais être le meilleur sales de mon équipe, de mon département, voire même de la boîte? Je pense que premièrement, c'est une compétition vers moi-même. Ok. On parlait de ma femme, je pense que c'est... elle s'arrache les cheveux avec moi. Je suis jamais heureux de rien Ok. parce que je me limite pas au du truc en fait. J'ai besoin de toujours plus. Ok. C'est presque invivable, je pense. Je pense que pour elle, c'est pas, C'est elle qu'il c'est faut pas décider. facile à vivre tous les jours. C'est elle qu'il faut décerner le trophée. Ouais, peut-être. Mais c'est vrai que j'ai toujours besoin de plus. Toujours, Ok. toujours plus. Quand est-ce que tu te satisfais? Ou comment tu te satisfais plutôt, pas quand? Ouais. Comment? Plus jeune, je t'aurais dit une 3e place, Ouais. j'étais content, machin. Là, même en ayant gagné, entre guillemets, Ok. pour moi, rien n'est parfait. Qu'est-ce que je peux améliorer? Comment D'accord. j'aurais pu faire autrement? Que ce soit dans un discours, dans une présentation. Ok. Qu'est-ce que je peux améliorer à chaque fois? Ok. Tu trouves des réponses? Pas toujours. Comment tu gères justement ce non...
Parce que c'est de la frustration, je sais pas, mais comment tu gères ce fait que des fois tu trouves pas de réponse à ces questions de comment progresser, comment t'améliorer? Comme Jordan. Tu t'en parlais tout à l'heure, c'est après une compétition, tu l'as gagnée, tu l'as perdue. Tu y repenses dans l'heure qui suit. Après, tu switches Ok, pour pas rester sur un échec ou une victoire. d'accord. Mais il faut quand même prendre ce recul-là, ce temps de recul pour analyser et en tirer les bonnes leçons. Ok, Et en tirer le positif de ces leçons-là. d'accord. Et ça, t'arrives à tirer ces leçons? Work in progress. On verra dans quelques mois. Ok. Donc c'est ton épouse qui t'a apporté, t'a permis de voir les choses un peu différemment. Mais tu gardes cette comment dire, je sais plus tard, cet état d'esprit du ultra compétiteur. Ouais. Ok. En quoi c'est, est-ce que tu penses que c'est les autres n'aiment pas ça, les autres sales ou autres? Est-ce que tu penses que c'est plus développé chez toi? Après, tu peux l'avoir et ne pas l'afficher. Ok. Je pense que c'est quelque chose qui est intrinsèque chez moi, mais c'est pas pour autant que je vais arriver à un endroit, que ce soit pas du loisir, un paddle, n'importe quoi, en disant je vais tous vous niquer. Non, Mais c'est dans ta tête. mais je le pense. T'étais sûr. Donc aujourd'hui, je te remets dans un karting ou un racket avec un paddle, tu veux être number one. Ouais. Là, toi, petite anecdote, j'ai refait. C'est un ami commun qui m'a remis les fesses dans un kart, Alexandre Mullier. Mm. Alexandre, je l'ai rencontré au FC Versailles, parce que ma femme connaît l'associé d'Alexandre. Ok. On va au match et d'un coup, enfin, il y a eu un match. Ok. Dans la vie, ça s'explique pas. On a eu un coup de gros foudre. match. Et il me fait, ah, putain, mais t'as roulé, machin. Ça te dirait d'aller rouler avec moi? Grand plaisir. Alors de 1, je me suis rendu compte que j'avais plus 16 ans, physiquement. D'accord, ok. Ça fait mal au bras et ça fait mal au cou, le garçon. Parce qu'il a des cartes de compète, Alexandre. Et lui, il roule, il doit rouler 5 fois par an. Enfin, c'est Ok. pas non plus un grand pilote, entre guillemets, en termes de récurrence de pratique. Mais je suis monté dedans. Ouais. Non, non. C'est hors de question qu'il finisse devant moi. Qui que ce soit, je finirai devant. Qui que ce soit, je suis pas sûr. Mais, Mais en tu tout me cas- donneras le tout. ouais. Et alors, tu as battu? Si je dis pas de bêtises, je pense que la première fois qu'il m'a battu, je l'ai très mal vécu. Et de 1, il m'a remis en question. Tu vois, il y a des personnes dans ta vie, parfois, c'est la bonne personne à rencontrer au moment de ta vie. Ok, super. Je pense que je lui ai jamais dit à Alex. Mais moi, il m'a remis en face. Je faisais pas de sport. J'en ai fait toute ma vie. J'étais rentré dans une espèce de train-train parisien à boire des coups avec ses potes, aller au resto, etc. Je me suis dit, mais putain, quand j'ai remis les fesses dans un cas, je me suis dit, waouh, Ok. c'est dur là. C'est pas possible. Enfin, c'est un sport que tu as tellement aimé étant jeune, tu peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Ok. Donc, toi, depuis ce jour-là, je me suis mis un énorme coup de pied au cul, j'ai perdu 10 kilos. T'as pris ta tarte dans la figure, t'as mis des choses en place. 10 kilos, putain. En combien de temps? J'ai dû rouler en septembre avec Alex. Je pense qu'en février, je les avais perdus. Ah ouais, donc 5 mois. Ouais, ça, c'est le mental, ça. Ouais, c'est ce que j'ai juste. T'as un objectif, C'est ce que j'allais dire. tu fais tout pour y arriver. 2 kilos par mois, ok, pas mal. Et la fois d'après, je l'ai battu. Ah, donc il s'est passé 6 mois entre les deux courses. Peut-être plus, je sais plus, mais non, mais c'était. Et c'est hyper. En tout cas, à ce niveau-là, c'est clairement plus que du loisir. C'est drôle de un sport que j'ai tellement aimé étant jeune et de pouvoir le faire avec un peu plus de légèreté. C'est drôle. Tu dis légèreté, mais le fait d'avoir perdu, ça t'a titillé. Comme tu dis, ça t'a remis en question. T'as fait des changements. C'était une prise de conscience et t'as fait des changements qui t'ont apporté à perdre 10 kilos, entre autres. Et la course d'après, t'y allais pour gagner. Ouais, pas Donc, pour le battre. c'est du... Pas pour gagner, mais pour Oui, le battre. pour le battre. Mais ouais. Donc c'est du loisir, plus ultra loisir, mais... De 1, j'avais une crédibilité parce que j'ai roulé quand même un peu plus qu'Alex dans ma vie. Ok. Donc là, c'est l'ego qui a parlé. C'est l'ego, ouais. C'est l'ego qui a parlé. Et l'ego, là, par contre, l'ego et la fierté, t'as drivé, t'as poussé à perdre, entre guillemets, ces 10 kilos et mettre des choses en place. Reprendre le sport. Je pense qu'il m'a mis
une claque indirecte sur mettre des choses en place. On parlait de préparation. Ouais. T'arrives, t'es pas préparé, tu le payes cash. Bah, c'est ce que j'ai vécu la première fois que j'ai roulé avec lui. D'accord. J'étais tout transpirant. C'est pas possible, je transpirais des genoux. Un endroit où jamais dans ta vie tu te dis que c'est possible de transpirer. Et je suis rendu truc, je fais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et comment t'as préparé cette course suivante? T'avais pas de date de la prochaine course? C'est pas une course, c'est vraiment juste sur des temps autour qu'on pouvait se comparer. Ouais. Je me suis dit une fois, pas deux. Ok. Et quand il t'a réinvité à cette deuxième fois, là t'as switché. Comment ça s'est passé? Il s'est passé combien de temps entre Nils, on fait cette deuxième course, et être dans le baquet? Je pense, 5 mois. J'avais perdu Ok. 10 kilos, donc déjà 10 kilos sur un kart, c'est juste Ouais. énorme en termes de perfo. Mhm. Après, on n'est pas au même poids avec Alex, donc là, tu vois, je lui donne presque une cartouche pour lui dire que c'est normal que je l'ai battu. Tu vois. Ah, d'accord. Mais, Donc il va y avoir une troisième course, bientôt. mais non, c'est vraiment de mettre les choses en place. Tu peux pas arriver, et quelques domaines que ce soit, Hmm. tu vois, on parle d'ego, si tu mets pas de l'humilité derrière, la claque, elle va être énorme. Ok. Est-ce que tu te souviens de ton état d'esprit une fois que t'as mis le casque, t'étais dans le baquet de ce kart? C'était quoi le discours? C'était un peu comme une renaissance. Ce qui est drôle, c'est l'endroit où on a roulé avec Alex, c'est l'endroit où j'ai commencé le karting en loisir au tout début, quand mon c'est père énorme. m'avait acheté mon premier kart. Énorme. Donc la boucle est bouclée. Ah, canon. Bravo. Et tiens, c'est un truc que tu as fait quand même quand tu étais gamin. Montre que tu en as fait quand tu étais gamin. D'accord. Vous voulez faire plus. Et t'as battu ton record? Le record que t'avais fait C'est pas les mêmes cartes, honnêtement. d'accord. C'est pas, je pense que c'est même pas comparable. Ok. Le matériel a tellement évolué Ouais. en presque 15 ans que c'est Ok. pas comparable. Et donc maintenant, dans ton côté aussi un peu entreprise de ton poste, t'arrives avec ce même mindset, ce même état d'esprit en disant je prépare. Tu prépares tout. Quand je dis tout, c'est réunion, présentation, Ouais. prise de parole. Après, tu as la complexité de l'environnement qui vient s'ajouter à ça. Ouais. Je pense que plus c'est complexe, moins tu vas maîtriser. D'accord. Et ça peut être un peu le chat qui se mord la queue et devenir antinomique. C'est que tu vas cramer de l'énergie sur un truc que quoi que tu fasses, tu pourras pas avoir une maîtrise à 360%. C'est Ok. juste pas possible. D'accord. Donc, il faut savoir aussi centrer ses efforts et trouver sa zone de génie. Hmm. Tu es là pour une bonne raison, travaille ta zone de génie. Ok. Tu es attendu sur quelque chose, sois excellent sur ce quelque chose. Sois pas excellent partout, parce que tu seras moyen partout. Ok. Donc trouve cette zone de génie-là, et sois hyper impactant dans cette zone de génie. Zone de génie, c'est quoi? C'est talent? C'est potentiel? C'est un tout. Ok. C'est un tout. C'est de 1, tes appétences. Ouais. De 2, le travail que tu vas fournir pour accéder à cet objectif, quel qu'il soit, que ce soit une présentation, un discours ou quoi que ce soit. Et 3, la résilience aussi que tu vas mettre dedans. Ok. C'est de dire, la première fois, ok, ce sera peut-être pas parfait. Mais comment la seconde fois, les erreurs que j'ai fait la première, je vais pas les recommettre. D'accord. Comment je vais en faire une force? Ok. Il y a un entraîneur au rugby du Stade français qui me disait que l'exigence, un des critères pour être exigeant, c'est la passion. Il faut être passionné par ce que tu fais. Ouais. Si t'es pas passionné, tu passes pas des heures à regarder. Alors là, c'était le rugby, mais si t'es pas passionné, tu passes pas des heures à regarder des vidéos, des entraînements, des matchs, de tes matchs, des matchs adverses, et la passion fait que le travail, t'as un loisir, c'est ludique. Ça devient pas c'est pas une obligation, plutôt ça. Mm. C'est à peu près ça que tu disais? Ouais. Ouais. Ok. C'est ça, et surtout d'aller à la quête du sens de pourquoi tu le fais. Ok. Donc c'est de trouver un métier aussi, ou un sport, ou un métier, mais où il y a un sens, qui te passionne. Mm. Alors, le sport, je peux le voir. Trouver un sport passion, ok.
Mais un métier passion, comment est-ce qu'on trouve un métier passion? Alors je pense que de un, quand tu as fait du sport, qui va quand même driver la moitié de ta vie, Ouais. c'est hyper compliqué, mais tu es obligé de faire des analogies. Sinon, en fait, de un, je suis un éternel insatisfait. Sinon, là, tu vis plus. Ok. Tu vis plus, mais si on doit vraiment comparer le sport à la vie de l'entreprise, c'est pas comparable. Ouais. De un, en termes d'émotions. Ah oui. Jamais tu pourras avoir des émotions similaires Hmm. en entreprise qu'en sport, qu'il soit collectif ou individuel. Ouais. Et surtout, dans le sport, t'es bon, tu joues. Ouais. Une entreprise, t'es bon, tu vas continuer à jouer. Mais quand tu fais les choses bien, on va moins te le dire naturellement. Ok. Tandis qu'en sport, en fait, le résultat, tu le vois tout de suite. Hmm. En entreprise, c'est plus compliqué. Ouais. Et à l'inverse, quand tu fais les choses moyennement en entreprise, t'es sous les radars, on ne te dit rien. Ouais. Par contre, t'es mauvais, on va te le dire. Mais que quand t'es bon, on va pas aller te le dire. Je comprends. Ouais. Ok. Et c'est là où c'est hyper perturbant, entre guillemets, en tout cas, si on Ouais. doit vraiment faire l'analogie par rapport au sport. C'est que le sport, le résultat, tu le vois, et t'as des émotions qui sont dingues. Ouais. T'as des émotions, tu gagnes une course, t'auras beau gagner un deal, le plus gros deal de la boîte, quoique. Mais t'auras jamais les mêmes émotions Ouais. parce que c'est un environnement, tu vois, Oui. Enfin, j'en rigolais avec un pote qui est mon ancien boss. C'était le meilleur sales de notre boîte. Il y a de ça 6-7 ans. Lui, c'est un grand fan du PSG. Et je sais plus si tu te souviens du chant qu'il faisait pour Cavani au Parc des Princes. Non, j'ai plus en mémoire là. Il chantait Edinson Cavani. Ok. Les ultras chantaient ça. Mais demain, le meilleur sales de la boîte, il rentre. Il n'y a Oui. personne qui va l'acclamer comme tu peux être acclamé en Ça tant que serait joueur. beau. C'est vraiment pour faire cette analogie avec les Ok. émotions, en fait. Ouais. C'est pas comparable, Ouais. et que ça soit dans le positif ou dans le négatif. Hmm. Là, je comprends. C'est là où ça va moins te prendre au niveau des tripes Ouais. qu'en entreprise. Comment tu as réussi justement à... Parce que tu as dû vivre de sacrées belles émotions, mais aussi d'émotions un peu difficiles en karting, même à ton niveau. Et les sportifs disent toujours qu'ils vivent à travers ça. Ils vivent pour ces émotions, ils veulent vivre ça au quotidien et que la retraite est un moment où ça pivote, quoi. C'est l'émotion et il n'a plus rien. Comment est-ce que tu arrives à retrouver un peu ce semblant de... Parce que les sportifs disent qu'il y a ces émotions, c'est ça qui leur permet de dire je suis vivant. Je vis, je suis vivant. Comment est-ce que toi, tu as fait pour retrouver un semblant de... Je pense que c'est le plus dur. Ouais. C'est vraiment le plus dur parce que, on le disait, tu pourras jamais vivre de telles émotions en entreprise versus en sport. Faut essayer de trouver des relais. Je reste toujours passionné par le sport auto. Quand j'ai un pote qui fait un résultat, je les vis, les émotions. Ouais, ok. Pour revenir au FC Versailles d'Alex, j'étais avec eux l'an dernier au dernier match où ils se maintiennent. Oui. C'est dingue. Oui, t'es pas acteur, Hmm. mais tu les vis aussi. Ok. C'est sûr que oui, dans un monde idéal, il faudrait les mêmes émotions qu'en sport, qu'en entreprise. L'entreprise qui irait à faire ça, je pense que c'est un joyeux bordel quand même. À la fin de l'année, on est un peu fatigué. Ouais, je pense que oui. C'est pas. Puis même, tu vois, une entreprise, d'autant plus quand c'est une grande entreprise, faut faire matcher les personnalités. Oui. Tu mets que des compétiteurs dans l'entreprise. Au bout de 2 semaines, il y a tout le monde qui se tire dessus. C'est juste pas possible. Il faut tout. Il faut trouver ses compléments. Et toi, pour faire le lien aussi entre le sport et l'entreprise, il faut trouver son modèle. Ok. Par l'exemplarité. Toi, quel gamin, quand il a commencé, n'était pas fan d'Hamilton? Ouais. Ok, c'est ton repère, c'est ton étoile à suivre, suis-là. Ok. Il faut réussir à répliquer ça en entreprise. D'accord. Trouver quelqu'un, ou dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, ou même dans ta vie quotidienne, trouver quelqu'un qui t'inspire et de qui tu peux copier ce qu'il met en place pour toi t'élever, intellectuellement, socialement et professionnellement parlant, devenir meilleur. Ouais. Trouver cette personne que tu respectes
que tu trouves presque inatteignable, te dire, ok, lui, il fait un truc, c'est ouf. Bah, comment faire pour être à minima aussi ouf que lui? Ok. Ce serait qui ton modèle aujourd'hui en entreprise? Je pense que c'est propre à chaque département, chaque D'accord. situation. Je pense qu'il faut, par rapport à l'entreprise, je pense que c'est là où il faut, surtout dans l'entreprise dans laquelle je suis, c'est, t'en as, ils ont une zone de génie, ça peut être les maths, l'Excel, ça peut être la communication, l'anglais. Bah, faut prendre un peu de tout ça, Ok. tout en gardant ta zone de génie. Ah oui, Ne pas se travestir c'est pour ça, autant. ouais, rester soi-même. Rester soi-même. Ok. Pas se travestir, être un pur copier-coller de la personne ou des personnes que tu vas prendre comme exemple, Ouais. mais d'en tirer le meilleur de chacun, propre à ta personnalité. Ok. En sport, qui t'inspirait? J'étais un grand fan de Jenson Button. Ok. D'accord. Ok. Ouais, pas commun, Ouais. Ouais, oui, tout à fait, ouais. mais hyper calme. Ok. Alors que je suis tout l'inverse, enfin, j'étais tout l'inverse. Mais justement, par cette gestion du calme, des émotions, je me suis dit, ouais, ça serait bien d'être comme lui un peu parfois. Gestion des émotions, calme. Ouais. C'est quoi? C'est calme et sérénité. Je sais où je vais, mais calme. Je pense qu'on revient à la maîtrise. Ok. Quand tu maîtrises, sur le papier, tu as peu de chances de. Enfin, tu n'as pas de raison de t'énerver, de quoi que ce soit. T'en es où dans cette... je sais pas quête, mais dans ce côté d'atteindre Jason Button? Dans cette calme maîtrise. C'était dans le sport. Ok. Je pense que ça dépend vraiment où tu es à un instant T. D'accord. Et ça dépend de chaque situation. Pour le CAM, ça peut être Jenson Button. Mhm. Pour la communication, ça peut être. J'ai pas d'exemple qui me viennent en tête tout de suite, mais ça peut être quelqu'un d'autre. C'est D'accord. vraiment prendre le meilleur de chaque Ok, je personne comprends. et essayer de te l'approprier à ta façon. D'accord. Intéressant. Intéressant. Quelles sont les qualités aujourd'hui, justement, que tu as développées dans les années karting ou autres, qui aujourd'hui te permettent d'être efficace dans ce que tu fais et de prendre du plaisir? Je pense qu'il y a cette gestion de l'échec. Ok. Euh, Presque en allant le chercher, comme je t'ai déjà dit, c'est aller le chercher pour en faire une force. C'est aller trouver le petit plus qui te fait aller peut-être hors piste, mais comme ça, tu sais jusqu'à où aller. Ok. Donc c'est d'aller voir les limites. Aller voir les limites. Ok. Euh, la résilience, parce que par un moment, c'est de se dire, ok, bah là, j'y arrive pas, mais c'est pas grave. Hein. Tu n'y arrives D'accord. pas, mais demain, tu y arriveras parce que tu découvres un sujet. À toi de travailler sur toi. Ok, aujourd'hui, je le maîtrise pas, mais demain, je vais le maîtriser. Et d'aller voir les limites. C'est les limites que l'entreprise t'impose, c'est-à-dire le cadre, ou c'est les limites que toi, tu t'imposes? Les deux. Les deux. Ok. Les deux, faut savoir être malin. Meilleur exemple. Aujourd'hui, un Max Verstappen, pour faire l'analogie avec l'entreprise, c'est un mec, il est toujours au ras de Ouais. la limite. Il la dépasse juste ce qu'il faut Pas se faire choper. pour pas se faire choper. C'est vrai. Et je pense qu'il y a un peu de ça, et même dans tout, il faut savoir être malin, jouer avec les règles, sans les dépasser pour pas que ce soit répréhensible. Ok. Ouais, j'aime bien ça. Côté malin. Côté malin, ok. Parce que lui, il a ce côté... j'allais dire marche ou crève, mais c'est pas ça. C'est le côté je veux être numéro 1 et je serai le numéro 1 et je vais tout mettre en place pour être numéro 1. Et aller de la limite que le circuit impose, mais que lui aussi peut s'imposer. Ouais. Quelles sont, à ton avis, les limites que lui s'impose? Est-ce qu'il en a? Il est cadré forcément par le Oui, règlement, bien sûr. mais il joue avec. Ça revient à un jeu presque. Bah, il faut trouver, oui, faut trouver ce côté ludique. Nous, on le voit avec notre regard Ouais. extérieur en se disant, ouais, c'est génial, etc. Mais c'est leur job. Enfin, Ouais, bien faut sûr. aussi Ouais, recontextualiser. On a notre métier. ouais. Bah, c'est pas facile tous les jours non plus, notre métier. Bah, eux, ça doit être pareil. Ça serait quoi justement aller dans les
flirter les limites en tant que commercial? Tout en restant dans l'éthique, bien sûr, et dans les déontologies. Mais... c'est quoi la limite de la remise qu'on a le droit d'autoriser? La limite de... C'est d'identifier, je parle très personnellement, Ouais. mais il y a des hommes derrière une fonction. Mhm. Chaque homme a un objectif personnel, Ouais. qui soit politique, soit financier. C'est d'aller identifier quel est l'impact sur les personnes avec lesquelles tu travailles, Ouais. quel avantage personnel ils peuvent tirer d'une situation. Est-ce que tu as un exemple en tête? Bah, typiquement, un acheteur, il va être incentivé sur combien de remises il aura réussi à tirer. Ok, Bah, à la limite, c'est OK, lui, son enjeu personnel, c'est ça. Le mien, c'est ça. d'accord. J'ai un certain seuil que je peux pas dépasser. Bah, autant on se met d'accord tout de suite. Ok. On va se trouver un terrain d'entente tous les deux. Ouais. Pour que tous les deux soient gagnants. Exactement. Bah, le gagnant-gagnant, j'y crois pas. Ah. Le donnant-donnant, oui. Ouais, Mais c'est le sûr. gagnant-gagnant, non. Ah ouais? Pourquoi? Sur le podium, t'as qu'une seule première place. Ah, d'accord. Bien, l'entreprise entre l'acheteur et le vendeur, t'as pas un gagnant-gagnant? Ou C'est t'en as du toujours donnant- un qui est frustré? C'est du donnant-donnant. T'as tellement d'autres paramètres que le simple résultat qui rentre en compte. T'as le partenariat à long terme Hmm, et aussi la valeur que tu amènes à ton client. d'accord. Oui. Quand tu lui amènes de la valeur, bah lui, il sera content aussi. Donc il n'est pas gagnant, mais il est content. Ah, d'accord. Ah, c'est pas pareil. Ça serait quoi un... Ouais, donc tu crois pas. Gagnant-gagnant, tu crois pas. J'y crois pas. Impossible. Du donnant-donnant, ça j'y crois, oui. C'est intéressant, ok. On lâche sur certains trucs, mais du gagnant-gagnant, non. Enfin, que ce soit le Tour de France, la Formule 1, le foot, il n'y a qu'un seul gagnant. Il n'y en a pas deux. Ouais. Je réfléchis à des courses ou autres où t'as des mecs, oui, ils sont sur le podium. Ouais, je revois Adjar faire son premier podium, mais bon, c'était tout jeune, rookie, premier podium, il fait quoi, troisième, je crois, il y a... Ouais. Je sais même plus quel course c'est. Je crois que c'était aux Pays-Bas. Là, il était gagnant, là. Pour lui, Oui, pour lui, oui. ouais. Mais parce qu'il est jeune. Parce C'est qu'il sa est jeune première course, enfin première année. et on est dans le sport. Dans le sport, c'est OK, tu as 3 places sur le podium, mais tu n'as qu'un seul gagnant. Ouais, oui, ok. C'est noir ou blanc. Ouais, je comprends. Dans l'entreprise, si c'était comme ça, ce serait beaucoup plus compliqué en fait. Il y a beaucoup plus de nuances à mettre en place pour qu'on soit tous les deux heureux d'une situation. Ok. Quelle est la pire place? 2 ou 4? C'est une bonne question. Je me suis peut-être jamais posé. Je pense que c'est la 4. Parce que quoi qu'il, tu peux toujours perdre les freins en bout de ligne droite et passer troisième. Tu vas au bout de la limite, quoi. Tu la dépasses, la limite. Ouais. Ouais, alors que 2, t'as quand même ce petit... T'as le trophée, t'es comme sur une marche du podium. Alors que 4, Mais- t'es dans l'ombre. Enfin, je me reparle à moi jeune. Ouais. Je me dis, tu dois pas te satisfaire de ça. Ouais, ok. Là où je m'en satisfaisais beaucoup plus jeune. Ok. Et là, en sales, la target, c'est number one. Number one, mais après, enfin, comme je te dis, il y a tellement de Ouais. nuances. Oui, il faut garder ça en tête, mais c'est de trouver un épanouissement, quel qu'il soit. Ok. Apprendre. Hmm. Si tu n'apprends pas, tu meurs, clairement. Tu n'es plus enrichi intellectuellement et ça devient beaucoup plus compliqué. Et ensuite aussi, savoir s'élever par cet apprentissage-là. Ok. Aussi bien personnellement que professionnellement parlant. Ok. Et aussi réussir d'une certaine façon à en faire un jeu. C'est-à-dire quand tu es sales, c'est un jeu d'acteur, quand tu es achat, c'est Ouais. un jeu d'acteur. Il faut savoir en jouer. C'est du théâtre, ouais. C'est du théâtre, mais tu remets de l'humain quand même derrière. Ouais, bien sûr. T'as de la relation aussi et faut pas juste... C'est ma façon de voir Ouais. le truc, c'est pas juste une relation transactionnelle. C'est Ok. une relation aussi... il y a de l'humain et je suis convaincu, j'en suis profondément convaincu, que quand tu arrives à créer un lien sincère avec les personnes avec lesquelles tu travailles, tout le monde est gagnant pour le coup. D'accord. Tout le monde s'y retrouve. Tout le monde s'y retrouve. Ah, intéressant. Donc le gagnant-gagnant, on peut presque y arriver en mettant l'humain dedans. Et quand tu dis l'humain, c'est il crée une relation donc de confiance
où tu prends en compte l'humain, il n'y a pas ce côté je veux le dominer et je veux le... Comment dire? Je veux, moi, gagner et que lui soit perdant. Alors, c'est là où, quand tu as un esprit de compète, C'est pas facile, ouais. c'est pas facile. Mais il faut le faire dans le respect, enfin, dans le sens où si jamais tu arrives à penser comme ça, de un, faut pas que ça se voit. Ouais, ok. Parce que sinon, ta relation, elle est biaisée complètement dès le début. Ok. Mais il faut réussir à prendre du recul et pas voir le noir ou blanc. D'accord. Prendre d'autres paramètres en question. Et surtout, pour une entreprise, bah, tu joues pas pour toi. Même si tu joues pour toi, entre guillemets, mais de un, c'est pas ton argent que tu mets sur la table, Non. c'est celui de l'entreprise. Ouais. Faut pas faire n'importe quoi. C'est Mais pas c'est- du tout le message que je veux faire passer. Ouais, mais c'est difficile de dire comment dire, c'est pas mon argent donc c'est pas palpable. Euh, et aussi de se dire je travaille, je le fais pour une entité. Ouais. Parce que moi qui étais ancien commercial, je pouvais vite être arrogant. Et ça m'amusait en plus. Rentrer dans les bureaux, ou même quand des collègues venaient me voir qui étaient à la modération ou qui étaient au côté IT, je pouvais vite leur dire avec beaucoup d'argent, mais ça me faisait très très rire, en disant laissez-moi tranquille, j'ai des salaires à faire payer, j'ai des salaires à payer à la fin du mois. En disant c'est moi qui ramenais l'argent en tant que commercial pour que vous ayez votre salaire. Tu vois l'arrogance. Mais c'est le compétiteur quoi. Ouais, mais tu vois, je pense que ça dépend vraiment de l'environnement dans lequel tu travailles. Ok. Là, moi, aujourd'hui, je travaille on en parlait, dans un des plus gros cabinets de conseil au monde. Mhm. T'as un tel poids de l'institution. Et là-dedans, il doit être que des compétiteurs aussi. Parce que pour arriver dans le plus gros. De plus, c'est une boîte américaine, donc Ok. tu as ce mindset américain, Ok. forcément. Mais il faut aussi jouer et comprendre que tu as une institution au-dessus de toi Ouais. qui est énorme. Mais énorme. Hmm. Et c'est l'institution first. Ok. Bah, tu vois, pareil, si je redois faire une analogie avec le sport, il y a eu l'avant PSG et Ouais. l'après PSG. J'allais le faire, ouais. Tout à fait. C'est un moment, bah, les joueurs étaient plus importants que l'institution. Ça n'a jamais fonctionné. Ouais. Aujourd'hui, depuis 3 ans maintenant, Ouais, Luis Enrique, ouais. l'institution a pris le dessus et les joueurs se mettent au diapason de Ouais. l'institution. C'est plus l'inverse. Hmm. Et pour moi, il faut garder un peu ce lien aussi de respect envers l'institution, Ouais. tout en sachant jouer avec les limites, mais pas les dépasser. Pour faire la différence, tu as le foot où à la fin d'un tournoi, d'un championnat, le championnat de France, tu as eu une équipe qui est championne. Le PSG ou autre, tu as une équipe. Si on fait le parallèle avec la Formule 1, les pilotes se battent pour être champion. Le classement constructeur, il est anecdotique. C'est pas le truc numéro 1. Pas financièrement, mais oui. Oui. Mais je veux dire, les pilotes, ils se mettent en tête à faire de la Formule 1 pour être champion du monde. Et quel que soit le... Et on voit même... Qu'importe l'écurie. Ils s'en foutent presque. Ils veulent être champions du monde. Mm. Donc là, le côté institution, elle est présente, mais très peu, je trouve. C'est un sport individuel. C'est ça. Ok. C'est un sport... En fait, je trouve que c'est peut-être le meilleur exemple du sport individuel qui ne l'est pas, en fait. Oui, en plus, ouais. Est-ce que tu peux détailler d'ailleurs? Parce que pour moi, ça vient de cette source, mais enfin, c'est normal, mais... Un pilote, F1, moto, quel qu'il soit, c'est lui qui est mis en avant. Oui. Mais derrière chaque pilote, tu as une équipe. Ouais. Sans l'équipe, le pilote, il n'est pas capable d'être mis en avant. Est-ce que tu as le chiffre de combien de personnes sont derrière un pilote? J'ai pas envie de dire de conneries, je l'ai plus en tête. Moi, j'ai une trentaine, je crois. En tête, j'avais plus, mais je ok. sais plus. J'ai pas du tout envie de dire de bêtises. Mais le rôle du pilote, et pour faire aussi le lien avec un rôle de sales, Oui. c'est pouvoir s'entourer des bonnes personnes pour performer. Oui. Savoir identifier, ok, telle personne peut m'aider à faire ça. Et dans une équipe de sport individuel, d'autant plus la F1, bah, il faut savoir identifier l'équipe et que cette équipe-là travaille dans le même objectif que toi. Ouais. Et c'est là où, en tant que sales, d'autant plus dans une grosse boîte dans laquelle je suis, il faut savoir s'entourer.
Ouais. Il faut savoir s'entourer et fédérer autour d'un même objectif. Il faut donc avoir une capacité de leadership au sein de ton entreprise pour pouvoir pour convaincre les gens de te suivre. Je vais y arriver. Ouais. Alors en Formule 1, je le vois, parce que tu as le pilote et tu as l'ingénieur, son propre ingénieur. Quand il va au pit changer les pneus, je crois que tu as une vingtaine de mecs autour, il faut qu'il fasse ça le plus vite possible, parce que la moindre milliseconde, tu perds une place, et tu perds potentiellement un championnat, voire une course. Et en entreprise aussi, oui, tu es le sales, mais tu as besoin du support, tu as besoin, je sais pas moi, de l'IT, du marketing, de tout, pour que le produit que tu vends soit conforme après et satisfasse les besoins de ton client. Bah, C'est ça le côté équipe. Ouais, il y a complètement de ça. Et aujourd'hui, de l'entreprise dans laquelle je suis, le nombre d'offres qu'on est capable d'amener à un client, je suis incapable de te les lister. Tellement c'est la puissance d'une grande entreprise. Ouais. C'est sky is the limit. Ok. Demain, tu veux, je sais pas, réussir à construire une maison avec des feuilles d'arbres recyclées, ben, on va réussir peut-être à trouver des personnes en stratégie capables de t'accompagner dans ce projet-là. D'accord, ok. Donc, hyper compliqué de pouvoir, toi en tant que sales, maîtriser sur le bout des doigts D'accord. l'ensemble des offres. Ok. Mais par contre, à toi d'identifier la bonne personne. Toi, tu as un objectif, répondre aux besoins de ton client. Tu peux pas le faire seul. Non. Parce que tu connais pas tout. D'accord. Donc, il faut savoir identifier ces bonnes personnes pour t'accompagner et en ayant pour objectif de répondre aux besoins. Ok. Donc, tu es presque RH. À devoir pouvoir identifier les bonnes personnes, les bons talents qui vont pouvoir répondre aux besoins de ton client. Et toi, Tu es même plus qu'RH. Ouais. Je vais caricaturer, tu es un mini CEO. D'accord. Tu es un mini CEO parce qu'il y a de l'humain derrière. C'est pas juste de la HR en disant, OK, lui, il sait faire, mais peut-être que lui plus lui, ça va pas le faire. Ouais, ça, après, il faut manager. Ok. Ouais. Ah, intéressant. Donc, tu es un chef d'entreprise dans ton entreprise. Il y a un peu de ça. Ah, trop bien. Et un peu de, ouais, et je pense que c'est vraiment là où je trouve ma zone d'épanouissement, c'est vraiment de pouvoir avoir cet esprit entrepreneurial. Trop bien. Malgré le fait de faire partie d'une grosse institution. Ok. Et toi qui as besoin de liberté, entre autres, comment est-ce que tu te sens dans une institution qui est aussi importante? Est-ce qu'ils ont été bons là-dedans? Moi, je le prends. C'est l'étape dans laquelle je suis dans ma carrière. Le mot, c'est vraiment une étape. Ok. Je ne sais pas ce que je ferai demain, dans 10 ans. Je respecte énormément les gens qui ont un plan à 10-15 ans. C'est un exercice, j'en suis incapable. Ok. Je suis peut-être trop instinctif pour ça. Mais on verra. Et je tirerai les meilleures connaissances. Je tirerai le meilleur de ce que j'ai appris pour que ça me serve personnellement. Ok. Faut retrouver son intérêt personnel. D'accord. C'est-à-dire que tu te laisses guider pour le futur? Tu te laisses guider en fonction de tes envies, des opportunités? Pas forcément. Enfin, je dis que j'ai pas de plan, mais en fait, il n'est pas ultra défini, processé. Mais toi, aujourd'hui, j'ai remis un pied dans l'automobile et c'est pour ça que j'ai rejoint cette entreprise. Ouais. Je voyais la finalité du monde automobile et d'autant plus du sport automobile. Je voyais le côté ludique du truc. Ouais. Mais derrière, tu vois, je voyais que la face émergée. Mais la face submergée, c'est énorme. Et ça, j'en avais absolument pas conscience. Et sans travailler dans des entreprises comme la mienne, jamais tu peux imaginer tout ça. Tout ce qu'il faut mettre en place pour sortir la voiture de tous les jours. Ouais. Ou même tous les fournisseurs qui rentrent en question. Tous les process qu'il y a, comment on peut aller les optimiser, la gestion des coûts. Ok. Et c'est là où je m'épanouis aujourd'hui. C'est vraiment d'avoir cette vision industrielle et sectorielle d'un secteur qui me plaît et dans lequel je suis depuis que je suis gamin. Okay. C'est de vraiment voir tout ce qu'il y a derrière. Pas juste la finalité du truc, même si peut-être intrinsèquement et personnellement, c'est plus la finalité qui va m'intéresser. Mais aujourd'hui, c'est clairement de voir tout ce qu'il y a et c'est là où je m'épanouis et de se dire, ah ouais,
pour sortir une voiture, il y a tout ça derrière. Il y a tous ces paramètres-là. Donc, tu n'as jamais quitté les fins. Tu es revenu à ta premiers amours, l'automobile. Exactement. Tu vas le quitter, cet amour? Ou c'est impossible? Je sais que tu ne sais pas te projeter, mais tu y allais, tu as un peu quitté, tu es revenu. Aujourd'hui, on me propose un projet où on me garantit que je peux revivre les émotions que tu peux avoir dans le sport tous les jours. Est-ce que ce projet existe? Est-ce que ce poste existe vraiment? Je pense pas. Est-ce que toi, tu peux le créer? Va falloir bosser. Ah oui. C'est ce qu'on va arriver au début. Ce qu'on disait au début, il faut bosser. C'est ça. Ça me fait penser à... On en parlait du FC Versailles, il y a eu le documentaire sur Canal, et c'est Fabien Lazare qui disait que nulle part, tu te retrouves pas les émotions du foot. Donc quel que soit l'autre métier, du sport, tu te retrouves pas. Je vois très bien la phrase qu'il dit, il fait « Qu'est-ce que vous voulez faire après ça ?» Voilà, c'était ça, exactement. C'était ça. Je pense que c'est très compliqué. Ouais. Enfin, même moi qui suis absolument pas impliqué dans le projet, et j'adore aller au stade, mais c'est juste dingue. Enfin, l'émotion qu'il y avait pour un maintien. Ouais, bah oui. C'est même pas t'es champion national. Non, t'es maintenu. Ouais. Mais c'est juste dingue en fait. Parce qu'encore une fois, t'as des hommes derrière, et c'est toute l'équipe qui fait réaliser un nom, FC Versailles. Et c'est là où il faut réussir à identifier les bonnes personnes, les bons matchs, pour que l'institution soit plus grande. Mais ce n'est qu'une finalité. Ok. Il ressemblerait à quoi alors ce métier idéal pour toi? Où tu retrouverais les émotions du sport de haut niveau ou du sport? Ça serait quoi ton métier idéal? Ou il ressemblerait à quoi plutôt? Il ressemblerait à quoi ce métier idéal? Est-ce que c'est un endroit? Est-ce que c'est avec des personnes? Honnêtement, c'est une bonne question. Je me la suis jamais réellement posée, dans le sens où, une fois que tu as été acteur, c'est compliqué d'être de l'autre côté. Ok. C'est hyper compliqué. Mais tu vois, un truc... Après, il faut trouver le business model, mais de créer une espèce d'académie, quelque sport que ce soit, pour identifier et accompagner des jeunes, pour éviter de commettre des erreurs que j'ai pu commettre, que d'autres ont pu commettre, et c'est vraiment une espèce de communauté autour de ça, pour élever des pilotes ou des sportifs à atteindre leur objectif. Ok. Mettre les tartes peut-être qui se prennent pas. Que papa maman veut pas mettre. Exactement. Ok. Donc ça serait d'utiliser ton passé, tes réussites, mais aussi tes échecs, les leçons que tu en as tirées et en faire je vais pas dire un business, mais quelque chose pour aider l'autre. Ouais. Pour aider son prochain, entre guillemets. Aider les futurs talents. Ouais, tu vois, pour revenir au mental, j'ai eu la chance de rencontrer un pilote de F3, et on a discuté très rapidement de l'aspect mental dans la F3, et ils sont pas accompagnés. Là où les pilotes de F1 sont accompagnés, il n'y a pas forcément cet accompagnement mental dans les juniors catégories. Ok. J'ai trouvé ça assez dingue, dans le sens où pour moi, c'est peut-être à ce moment-là bien sûr. que c'est le plus important d'être accompagné qu'après. Mais si, bien sûr, il faut... je suis d'accord. Mais plus tu es jeune, plus des situations peuvent avoir un impact fort sur la suite. C'est leur donner les bases aussi pour le futur. Ouais. Et j'ai trouvé ça assez surprenant, le fait qu'il n'ait pas de structure mise en place pour... Et il t'a donné la raison? C'est une question financière? C'est plutôt tabou? C'est quoi la raison? Je n'ai aucune idée. Ok, d'accord. Pas de souci. Je pense qu'il y a... Vu que tu es dans un sport hyper individuel, où n'importe quel être humain a des faiblesses, mais faut pas les montrer. Je pense que déjà, si tu t'affiches, et je pense que c'est vraiment dans l'inconscient collectif, et ce n'est que mon analyse, et je peux être totalement à côté, mais c'est peut-être que le fait de s'afficher avec un prépa mental est synonyme de faiblesse. D'accord, ok. C'est mon interprétation, et je peux être à côté. Ouais, mais je suis d'accord. J'ai des clients qui sont comme ça,
Alors que pour moi, ça, ce qui est bien aussi dans l'entreprise dans laquelle je suis, c'est que il y a un pôle mental. La santé mentale des collaborateurs, comment les accompagner avec certaines conférences. Il y a une conférence par an. Ok. Et pour moi, il y a vraiment un truc essentiel, c'est de dire, oui, il faut faire attention à son mental, il faut faire attention à ne pas être surchargé, à ne pas en faire trop pour éviter d'imploser, ou même exploser. Mais à l'inverse, pour moi, le mental, ça peut être une force. Ça peut être une arme de destruction massive. Mais vraiment. Et on revient à la préparation. À partir du moment où tu es préparé, tu t'es conditionné à vivre certaines situations, bah, tu auras beaucoup moins de chances d'être surchargé et d'exploser. D'accord. Parce que justement, tu es préparé. Des situations, tu les as pas vues, mais en tout cas, tu as pu les simuler, en tout cas mentalement. Bah, c'est pas une surprise quand elles arrivent. D'accord. Tu es prêt. Ouais. Et donc, tu vas peut-être pas les gérer à la perfection, mais tu vas savoir les gérer. Et ça, est-ce que ça vient aussi de l'entraînement? Ça revient à la préparation. Ok. Ouais, okay. Au-delà de l'entraînement. Préparation, c'est aussi large que ça. Okay. Ouais, c'est vraiment préparation égale entraînement, égale mise en condition, mise en situation. Je pense qu'à partir du moment où tu es préparé, d'autant plus mentalement, un mec qui a le mental, pour moi, il a beau ne pas être le plus talentueux. Ouais. À partir du moment où il a le mental, il y arrivera. Est-ce qu'on peut se préparer à la victoire? À la réussite? Je pense qu'elle vient avec le boulot. Okay. On y revient. Donc il n'y a pas de secret. Travailler, ça veut dire et ça veut dire, enfin c'est le synonyme de se préparer. Ouais. Travailler, c'est le synonyme de se préparer. Tu te lèves pas demain en disant je vais gagner avec des champions. Non, c'est sûr. Quand tu vois à Paris combien de temps ils ont mis à la gagner. Et même pour si on reste sur la F1, ceux qui accèdent aux meilleures écuries, c'est ceux qui ont peut-être le plus bossé et qui sont le plus performants. Demain, t'arrives, demain, je gagne 250 bars à l'euro-million. Je vais pas être pilote de F1. C'est pas aussi facile que ça et je serai pas champion du monde. Ouais, je comprends. Ouais. Donc, il y a vraiment tout ce travail en amont qui te permet un jour d'y arriver. D'accord. Pour toi, c'est qui la plus belle, la plus grosse ou l'écurie la plus performante, qui rejoint un peu tout ce que tu dis, qui est dans la préparation perpétuelle et qui fait ça bien et qui prend des pilotes et qui traite l'humain aussi derrière? Ton dernier point, il me met... T'allais dire... Alors, avant ce dernier point, t'allais dire qui? Je pense qu'à l'époque des grandes années Mercedes, d'accord, déjà géré par quelqu'un qui m'inspire énormément, c'est Toto Wolff. Ils sont revenus en F1, ils ont été chercher Schumacher de sa retraite pour avoir le meilleur pilote. Ensuite, ils vont chercher Hamilton. Ils avaient un plan. On parlait de la projection tout à l'heure. Ils avaient un plan. Il était hyper bien défini. Ils ont juste appliqué le plan. Ouais, ok. Et si tu rajoutes le côté humain? C'est hyper délicat, mais mais de l'extérieur, hein, parce que... Même Mercedes, quand tu vois comment Toto il pouvait être avec les pilotes, même comment il a géré Hamilton Rosberg. Ouais. Oui. À un moment, c'est de la compète. On n'est pas là non plus. Si être gentil c'était un métier, ça se saurait. Ça n'enlève rien à l'humain. Il faut être gentil, c'est pas le sujet, mais il faut savoir le gérer tout en prenant en compte les personnalités de chacun. Est-ce que maintenant, dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, qui est une des meilleures, voire la meilleure entreprise de consulting au monde, est-ce que tu n'es pas dans la meilleure écurie? Si, je pense. Ok. Je pense, mais après, t'as toute l'émergence aussi des nouvelles technologies où il y a peut-être de moins en moins de place pour l'humain avec l'IA aujourd'hui.
c'est un sujet là aujourd'hui, on pourrait en faire encore 3 heures de podcast là-dessus. Ouais. Mais c'est vraiment de pouvoir lier les deux. Ok. L'humain et la technologie. Ouais. Donc, ok. Technologie, c'est pas que la data, c'est tout. C'est tout. Ok. Comme je disais, l'IA, etc. Ouais. Ok. Est-ce que ça peut Tu vois, c'est lier la technologie avec l'intelligence humaine. Faire cette mayonnaise. Pour aider les futurs sportifs à faire du haut niveau. Ou déjà les entreprises. Les entreprises, ok. Ok. Ça fait quoi de travailler avec l'élite? Indirectement, je pense. Partie de l'élite. Alors Je déjà, parle d'entreprise. Hein. on va revenir sur un point, c'est l'humilité. Donc, Ok. ça, c'est un truc auquel je suis hyper attaché. Je suis rien ni personne dans ce monde. C'est personnellement peut-être valorisant. D'accord. Mais surtout, c'est d'avoir un impact, quel qu'il soit, de réussir à l'être. Ok. Impactant. De Théo, du haut de tes 32 ans, comment tu vois le parcours, ton parcours? Pas que pro, tout. Je m'en suis pas trop mal sorti. Ouais, c'est vrai. Non, mais je crois profondément en quelque chose et c'est peut-être pour ça que j'ai pas de plan aux rencontres. Ok. Je pense que quelqu'un en qui je crois, je peux le suivre aveuglément. Ok. C'est peut-être absolument pas rationnel. Peut-être parfois je devrais rajouter un peu une couche de pragmatisme dans mes décisions. Mais beaucoup des décisions que j'ai prises sont liées à l'humain. Au match que j'ai eu avec les personnes, une même vision, une même façon de voir les choses. Donc c'est quoi, c'est ton intuition? Ouais. Ok. Je pense que j'ai vraiment cette faculté de sentir les gens. Pour l'instant, je me suis rarement trompé. Comment t'as travaillé cette intuition? Parce que c'est comme la compétition, c'est inné, entre guillemets, ou ça se travaille? Je pense pas l'avoir travaillé. D'accord. Après, je manque très certainement de nuances. C'est oui ou non. Il n'y a pas de peut-être. Comme moi. Ok. C'est blanc ou noir. Ouais. Quand est-ce que tu as pris conscience que tu avais une bonne intuition? Ou que tu pouvais la suivre? Je pense que c'est un truc que j'ai depuis que je suis gamin. D'accord. J'en suis profondément convaincu depuis que je suis gamin. Ok. Que je prendrai des décisions et qu'elles seront bonnes. Et si elles sont pas bonnes, c'est pas grave, j'aurai appris. On doit te prendre pour un ovni des fois, non? Pas l'impression qu'on me donne, mais Okay. En tout cas, personne n'a osé me le dire. Non, je vois ça parce que c'est l'intuition, c'est le. Bah, je vais pas dire que c'est l'inverse, mais c'est l'inverse presque du pragmatisme, enfin du côté data. Ouais. La data, c'est A plus 1 plus 1 et c'est 2 et c'est pas autre chose. C'est comme ça, c'est carré et tu peux pas le négocier. Alors que l'intuition, c'est autre chose. C'est pas palpable. La data, c'est palpable. L'intuition, tu peux pas. C'est pour ça. C'est pour ça que pour moi, ça se travaille pas en fait. Ouais, d'accord. C'est quelque chose qui est. Tu le sens pas. C'est oui ou non. C'est rouge ou vert. Ça serait quoi ta définition d'intuition? Pour moi, c'est un truc que tu ressens. Ok. Ça se définit pas par des mots. Tu le ressens où? C'est un feeling. Tu sens une personne ou tu la sens pas. Tu sens un environnement ou tu le sens pas. Alors que je suis absolument pas spirituel. Mais c'était un peu ma question après, elle faisait un peu peut-être spirituelle, mystique et autres. Cette intuition, t'arrives à l'utiliser pour le côté personne ou aussi pour un projet ou pour après tu me diras une personne est dans un projet là, un projet inclut des personnes où c'est uniquement ton intuition est basée sur la personne. Ok, elle je peux lui faire confiance, elle pas du tout. Elle est plus sur les personnes que sur un projet. D'accord. Je pense que n'importe quel entrepreneur demain, il monte un projet, je sais pas, le plus étrange qu'il soit, il sera convaincu de son truc, il sera persuadé que son intuition est la bonne. Tout à fait. C'est propre d'un entrepreneur. Mais c'est vraiment plus sur les personnes de se dire, ah là, il y a un truc. Ok.
Donc tu serais sur l'émission d'M6 Qui veut être mon associé, avec l'associé qui a de l'argent, tu pourrais fermer les yeux, écouter la personne parler et en te disant ok, je te fais confiance ou pas. Ah, ça va au-delà. C'est pas juste un speech. D'accord. C'est vraiment presque plus dans les intérêts communs. Ok. Les valeurs, Ouais, les valeurs. manière de voir le monde. Ouais. Je pense en grandissant, je suis de plus en plus attaché aux valeurs des gens. Ok. Un truc plus jeune, c'est quelque chose Ouais, qui on s'en fout. pas que ça m'intéressait pas, mais je Hmm. prêtais pas du tout attention à ça. Ok. Je pense qu'aujourd'hui, les valeurs sont peut-être le critère de choix prioritaire. Tout ça sera un des critères de choix dans ton prochain job, peut-être prochain projet. M'entourer des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi. Ok. T'arriveras à les nommer ces valeurs? Le respect du travail, Ok. le respect des gens. Ok. Euh, Je pense que c'est déjà pas mal. J'allais dire ça. Ouais. C'est quoi le respect des gens? Le respect du travail, pardon. Bah, typiquement, un entrepreneur qui a donné 10 ans de sa vie pour essayer de monter une boîte, elle se casse la gueule. Hmm. Le mec, il a bossé 10 ans. Ouais. Il est peut-être arrivé trop tôt, Ok. ou peut-être pas au bon moment, ou peut-être l'environnement économique n'était pas idéal à ce moment-là pour ce projet-là. Mais le mec, il a bossé 10 ans. Ok. Donc on respecte ce qu'il a fait. Ouais. Ok. Pas mal. Respect du travail qui a été fait. Et de ce qui a été construit. Ouais. Trop bien. Bah, merci beaucoup Nils. Merci à toi, Thibaut. 2 dernières questions. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Même si je sais que t'aimes pas planifier. Réussir à planifier. C'est beau ça. Réussir à planifier. À combien d'années? Court, moyen, long terme? Et réussir à avoir un long terme. Long terme qui est combien d'années? Qu'on se mette sur la même page. Avec 15 ans. 15 ans. Donc pour tes 47 ans. Ouais. Ok. Très bien. Et dernière question que j'aime bien poser. Si tu avais la possibilité de soit de te revoir gamin ou d'envoyer un message à toi gamin qui montait la première fois dans un kart, qu'est-ce que tu aimerais lui dire à ce petit Nils? Ne te satisfais pas d'une deuxième place. J'adore. Ne te satisfais pas du deuxième place. Ben, un énorme merci Nils de ton temps, de ta patience, de tout ce que tu viens de m'apporter, nous apporter, c'était canon. Un énorme merci. Et il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés. Donc, Oui, on aurait pu, ouais. Donc il risque d'avoir un épisode 2 dans quelques temps. Avec grand plaisir. Un grand merci Nils. Merci Thibaut. Encore un énorme merci Nils pour ton temps, ta disponibilité, ton échange, la qualité des infos. Merci énormément pour ton partage. Je suis sûr que ça va plaire à tout le monde. Merci à vous également les auditeurs, ceux qui écoutent ce podcast, qui écoutent les interviews, qui partagent, qui like, qui commentent. Merci infiniment. Si vous avez des questions que vous souhaiteriez poser à Nils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à m'envoyer ça en DM sur LinkedIn ou sur Instagram. On pourra faire un deuxième épisode en répondant à ces questions. Avec grand plaisir. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont été abordées. Il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait dire, qu'on pourrait rajouter. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, à même commenter, liker, partager, comme vous avez l'habitude de faire. Un énorme merci. Je vous souhaite une très belle journée, très belle fin de journée, où que vous soyez, et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.